Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Salut à tous, c'est Tonton Maurizio sur Sud Radio pour notre rendez-vous Les vraies voix du foot, l'incontournable émission du mercredi soir 20h-21h sur Sud Radio où on vous parle vraiment de football. Je suis toujours accompagné de Pierre Grégoire. Comment ça va mon Pierrot? Bonsoir tout le monde, ça va très bien, merci. Farid Bouadla à ma gauche, alias Toto Belozzo. Comment ça va mon Toto? Eh ben écoute, ça va Mauricio, ça va très bien. On est heureux, on est ensemble pour une heure Ouais. et je vous annonce encore une émission exceptionnelle aujourd'hui. Restez bien avec nous jusqu'au bout car on est très heureux parce qu'on a avec nous Madame Sabine Calegari. J'ai bien prononcé? Parfait. Voilà. À l'italienne. Voilà, à l'italienne, mais c'est plus du Nord. Alors, j'ai fait l'effort de bien le prononcer. Voilà, psychanalyste avec qui nous allons essayer de décortiquer la psychologie des footballeurs. Et bien sûr, nous allons revenir sur l'interview, si on peut appeler ça comme ça, de Kylian Mbappé. Voilà. Entre autres, on aura notre partenaire Bastien Aubert de But Football Club qui va revenir sur le match du PSG. On aura aussi un gros sujet avec Marie-Hélène Patry, déléguée générale de Foot Uni, qui doit être déjà en ligne avec nous. Je demande à Max, confirmation. Non, mais on a Bastien qui est là. Ah, il y a Bastien qui est là, donc elle sera après avec nous, qui va nous expliquer les retombées économiques, enfin l'impact social que ça a sur le football qui va dans le mur. Voilà, et puis on finira avec Sabine Calegari sur la psychologie. On a tout un gros sujet, restez bien avec nous. On revient tout de suite après ça. Sud Radio, les vraies voix du foot. Alors on a Bastien Aubert au téléphone avec nous, si je me trompe pas. Oui, je suis là. Bonsoir, Bonsoir tout le monde. Salut Bastien. Bonsoir, Bastien. Bastien, c'est le soleil de l'émission. Bastien. Moi j'aimais bien avoir Bastien parce qu'il arrive avec son accent et tout de suite ça met de la bonne humeur. Alors, parle-nous de Paris, Bastien. Ah ben justement, ça va être un petit peu bizarre de Marseille qui parle de Paris, mais effectivement, je suis beaucoup quand même le PSG, je vous rassure. Ben Paris, écoute, ils ont gagné 3-0 hier, comme on l'a vu à Salzbourg, facile victoire sur le papier. J'ai trouvé une équipe un petit peu encore timorée, avec pas mal d'occasions de but et un manque de réalisme assez criant. Il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est qu'on retrouve une équipe qui gagne, quand même largement en Ligue des Champions, qui se relance un petit peu pour les barrages de la compétition, même s'il y aura 2 grands matchs à encore gagner contre City et Stuttgart. Mais globalement, j'ai trouvé un PSG plus équilibré, plus sûr de lui. Maintenant, il va falloir confirmer dimanche contre Lyon parce que je pense qu'il y a un petit piège à éviter en championnat. Donc, à voir dimanche, mais une équipe qui se remet un petit peu sur l'arrêt, donc c'est plutôt rassurant dans l'absolu. Ouais, c'est le mot rassurant. Déjà, ils sont pas éliminés, c'est quand même une bonne déjà chose. ça, ouais. Parce qu'en cas de défaite, bon après, ils ont joué un peu, je suis un peu dur dans ce que je vais dire, mais ils ont un peu joué contre des plots. C'était tout le monde derrière. Il n'y avait pas vraiment de match. Qu'est-ce que t'en penses, Bastien? Ouais, il n'y avait pas eu vraiment de match, honnêtement, c'était très faible, ça raison de souligner, tonton, en face, c'était Salzbourg. Voilà. On demande encore confirmation. Pierre, t'as une question pour Bastien? c'était le sparring partner parfait. Après, Bastien, est-ce que tu as un joueur à ressortir Mondulo? Alors, Ramos a marqué, donc ce serait facile de dire qu'enfin, avec un 9, on arrive à mettre des buts. Est-ce qu'il y a un joueur que tu as envie de ressortir? C'était un match, une petite balade quand même pour le PSG hier. Ouais, très bonne question. Moi, j'ai envie d'en ressortir 2, figure-toi. J'ai bien aimé Nuno Mendes qui commence vraiment à en faire. Buteur aussi. Exactement, buteur tout à fait, Thierry de signaler. Et surtout Désiré Doué qui commence un petit peu à faire son trou. Il a marqué son premier but au PSG, donc ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Et puis j'ai trouvé plutôt pas mal dans son utilisation un petit peu hybride, comme ça en pointe un petit peu sur le côté. Je pense que si Doué commence à faire quelques petites étincelles, ça pourrait être pas mal pour le PSG pour les échéances à venir. Bon, donc t'es rassurant, tu veux nous rassurer, t'es confiant et on peut espérer des beaux jours avec le Paris Saint-Germain. Je l'espère pas maintenant. J'attends de voir le show contre Lyon dimanche au Parc. Ouais. Ça risque d'être un petit piège. Je le sens venir un petit peu comme ça, mais ça sera une vraie opposition pour le coup. Voilà, on va croiser les doigts. On va croiser les doigts. Merci Bastien, notre partenaire Merci, de Bastien. footballclub.fr. Et on te remercie d'avoir été avec nous. On enchaîne tout de suite avec, je crois qu'on a Madame Patry, Marie-Hélène Patry, est-ce que vous êtes avec nous? Tout à fait, bonsoir. Bonsoir Madame Patry. Alors, je fais votre pitch un petit peu, vous me dites si je dis de bêtises, vous êtes délégué général de Foot Uni. Et vous avez réalisé une enquête avec Foot Uni et Accuracy, je le prononce bien? Exactement, c'est un cabinet de conseil. Voilà, et vous avez fait un état des lieux du foot français. Exactement. Alors, on vous écoute. Soyez la bienvenue, on vous écoute. Merci beaucoup. On a fait effectivement un état des lieux de la filière du football professionnel. Foot Uni, on est effectivement l'organisation qui représente les clubs professionnels en France. Vous êtes Donc, un syndicat, j'ai oublié de le dire. Exactement, une organisation patronale. On est un peu le MEDEF du football professionnel. Voilà, j'osais Donc, pas le dire.
On peut le dire. Bon. Donc on représente les 46 clubs qui disputent les championnats de Ligue 1, de Ligue 2 nationale et puis les championnats de première et seconde ligue féminine. D'accord. Donc on a voulu sortir cette dernière version du baromètre pour sortir un peu des clichés du football business et mettre en avant le fait que le football professionnel était une filière économique à part entière. D'accord. Donc et ça se révèle au travers de quelques chiffres clés que je peux vous communiquer. Allez-y. Le football professionnel, c'est presque 40 000 emplois répartis sur le territoire. Donc ça veut dire à peu près 850 emplois par club, ce qui était un chiffre important quand on sait qu'on est une activité très locale. En région, une entreprise qui pèse 850 emplois, c'est pas du tout négligeable. Tout à fait. On a également une valeur ajoutée, un chiffre de 5,3 milliards d'euros. Donc le football professionnel génère 5,3 milliards d'euros dans l'économie française, directement avec ses 46 clubs, mais également avec ses fournisseurs, ses salariés, les industries périphériques telles que la vente de jeux vidéo, les médias comme les vôtres, les équipements sportifs, tout ça. Un autre chiffre clé important qu'on voulait souligner, c'était le caractère fortement contributeur aux finances de l'État du football, et là où on est aussi loin des clichés. C'est plus de 1,2 milliard d'euros de contributions fiscales et sociales qui sont versées par les clubs, par les joueurs et par les salariés des clubs de football en général. Mmh. Parmi ce 1,2 milliard d'euros, il y a une contribution au sport amateur, et ça tient à cœur de l'ensemble des clubs. Il y a énormément de soutien apporté aux clubs amateurs en local. D'accord. Et puis une taxe spécifique assise sur les droits audiovisuels qui s'appelle la taxe Buffet, qui vient financer le sport amateur et qui vient également financer l'Agence nationale du sport qui répartit l'argent sur plein de projets. Le Foot Pro soutient aussi directement le football amateur et la fédération avec un prélèvement qui est fait sur les recettes audiovisuelles du football. Donc c'est 2,5% qui reviennent à la Fédération française du football. C'est également un chiffre important. Enfin, et c'est pas la moindre des choses, on souhaite insister sur le caractère d'entreprise à mission par nature des clubs de football professionnels, avec 1 million de personnes aidées à peu près au titre des actions sociales et sociétales des clubs de football professionnels. C'est plus de 2500 causes soutenues chaque année. D'accord. Ça veut dire une cause par club et par semaine, pour faire simple. Évidemment, ça va de l'inclusion, ça va sur des politiques de diversité, l'accueil de publics en situation de handicap. C'est plein de visites qui sont faites dans les hôpitaux par les joueurs professionnels. C'est l'accueil de personnes au stade. C'est des causes autour de la santé, évidemment. Donc ça, c'est très important. Ok. Je crois que Pierre, on a une question pour vous. Oui, j'en ai une. Je crois que Farid en aura une aussi. Bonsoir à Madame Patry. Footuni, donc l'agence en question, est présidée par Louis Nicolin, le président de Montpellier, qui est en grande difficulté sportive actuellement. Le fait est que ce problème, il n'est pas nouveau, mais il relève surtout en ce moment de la crise des droits télé pour les clubs. Est-ce qu'on n'arrivera pas à un stade où seuls les propriétaires pourront compenser les pertes? Maintenant, il y a une dépendance des propriétaires des clubs. Est-ce qu'il n'y a pas une menace qui va dans ce sens-là? Maintenant, il n'y a que les propriétaires des clubs on va leur demander d'injecter, et s'ils n'injectent pas, c'est la perte des clubs. Alors non, je crois pas que ce soit ce qui ressorte justement du baromètre qu'on publie aujourd'hui. On voit qu'effectivement les droits audiovisuels, c'est à peu près 30% des revenus des clubs. Ils ont également le sponsoring, ils ont la billetterie, ils ont évidemment l'activité transfert de joueurs qui est intimement liée à la qualité de la formation française, et ça c'est un atout fort du football français. Donc oui, les présidents de clubs et les actionnaires sont des gens responsables, et il est sur l'exercice 24-25, ils vont devoir remettre de l'argent dans le club, mais pour autant... pas de dépendance, quoi. Pas de dépendance uniquement...
aux En tout propriétaires. cas, il y a une inquiétude sur l'avenir de certains emplois dans notre activité et dans toute la filière. C'est ce qu'on explique aujourd'hui. Mais on espère bien trouver des sources de revenus futures, développer nos revenus, mieux gérer encore les clubs pour sortir de cette crise en ayant préservé les emplois. Et c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur de l'ensemble des présidents des clubs de football professionnels. D'accord. Farid? Alors, Madame Patry, moi j'avais une question à vous poser, parce que, bon, là on est face à un constat qui correspond complètement à ce qu'on savait déjà du football et de son présent et de son avenir proche. Maintenant, plutôt que de chercher l'argent qu'on n'a pas, est-ce qu'il n'y a pas peut-être une solution dans l'argent qu'on a déjà? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la masse salariale, qui représente en moyenne 77% du budget des clubs professionnels, est-ce qu'on ne devrait pas déjà repenser la masse salariale des clubs? Alors, peut-être que les clubs professionnels, comme le PSG, l'Olympique de Marseille, en tout cas, ils sont peu nombreux peut-être à pouvoir continuer à vivre avec des salaires mirobolants. Mais est-ce que dans les petits clubs, si on parle de l'AJOCR, tous les clubs qui pourraient être menacés en premier, de déjà repenser leur masse salariale? Alors, on s'éloigne un peu du sujet du baromètre. Effectivement, le sujet des salaires, c'est un sujet qui peut être intéressant. Il faut avoir à l'esprit qu'il existe déjà des ratios dans le football professionnel. La DNCG a édité des ratios qui concernent la masse salariale sur le chiffre d'affaires. Donc, quand on parle très souvent des salaires du football, mais il y a déjà des outils de contrôle, ça c'est un premier plan. Et puis, vous avez vu comme moi que le mercato de l'été dernier a été assez calme. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, il y aura parfois un peu moins de recrutement dans les clubs, mais je ne crois pas que ce soit forcément une question de salaire. Et encore une fois, quand vous dites c'est toujours la même chose, voilà, je pense que c'est important qu'on communique aussi positivement sur le football professionnel, qui est vraiment un facteur de cohésion sociale. Il y a peu d'industries qui sont capables de démontrer une telle cohésion. On l'a vu encore hier soir sur les matchs de Ligue des Champions. Vous en parliez, je crois, juste avant que je puisse prendre l'antenne. Donc voilà, ça c'est. Oui, mais c'est dans la mesure où vous nous présentez un baromètre qui finalement tire une sonnette d'alarme. Si on est face à un football où la masse salariale moyenne dans les clubs est de 77% et qu'on est face à un football qui n'est plus en mesure de pouvoir s'auto-alimenter d'un point de vue financier, si on commence par dire qu'il faut communiquer positivement et ne pas remettre en question la masse salariale des clubs, alors, encore une fois, je ne parle pas de la masse salariale de faire de plans économiques et de licencier. Je parle des salaires des joueurs, peut-être réviser le salaire des joueurs et avoir des masses salariales moins importantes dans l'optique de conserver justement ces emplois qui gravitent autour de tous ces clubs professionnels. Bien sûr, mais il vous aura pas échappé qu'on est dans un marché largement européen, parfois local effectivement, mais très souvent européen. Et donc après, les salaires des joueurs dépendent aussi de ce que les autres clubs, et notamment nos championnats concurrents à l'étranger, sont en capacité de proposer. D'où la nécessité de rester attractif, de développer nos revenus pour avoir les moyens de recruter des talents ou de garder nos talents quand on souhaite les garder. D'accord. Madame Patry, si vous n'avez pas d'autres questions, est-ce que... Non, mais je pense que ça peut être intéressant de développer ce genre de débat un peu plus profondément. Ouais, faudrait en parler plus longuement. On vous remercie. Je serais ravie de revenir en parler. Ah bah oui, on va passer l'info et vous inquiétez pas, on va vous faire revenir sur Sud Radio. Et on fait une courte pause et on remercie à vous d'avoir été avec nous, Madame Patry. On vous reçoit très bientôt et je vais tout de suite, j'ai Philippe David devant moi là-bas, je vais tout de suite lui donner l'info et il aura la responsabilité de vous réinviter. Voilà. À très bientôt, merci Madame Patry, à tout de suite. Restez avec nous sur les vraies voix du foot. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio.
De retour sur les vraies voix du foot avec toujours Toto Bellozzo, Philippe David qui nous quitte, Maxime à la réalisation, Pierre Grégoire et Sabine Calais-Jarry avec nous. On va ouvrir le dossier. On a deux gros axes. On ouvre le premier. On voudrait savoir ce qui se passe dans la tête des grands joueurs. Les grands joueurs ont-ils une psychologie particulière ? Quel est leur trait commun ? Voilà, première question pour vous, Sabine. Attention, réfléchissez. Vous avez la deuxième question qui arrive tout de suite. Qu'est-ce qui permet à ces grands joueurs de résister à l'incroyable pression sportive et médiatique et financière qui les entoure ? Voilà, c'est à vous. Bienvenue sur les vrais voix. Vous avez 3 heures. Vous avez 3 heures. Parmi vous. Vous serez noté. Alors, dans la tête des grands joueurs, disons que j'ai déjà passé 3 ans dans la tête d'un grand joueur. Ouais, vous avez écrit un livre dans la tête de Zidane. Exactement. Quand j'ai écrit ce livre, donc je me suis vraiment plongée dans son univers. Et au cabinet, donc en tant que psychanalyste, je reçois aussi des sportifs de haut niveau qui désirent mettre le mental au service de leur performance, c'est-à-dire au service de leur désir, parce que c'est leur passion. Moi, ce que je peux dire peut-être au plus général, c'est que un grand joueur ou un athlète de haut niveau, c'est vraiment un système corps-esprit. Et les deux sont inséparables. Et dès lors qu'il y a un athlète qui est au meilleur de ce qu'il peut faire, pour moi, il est dans une totale cohérence corps-esprit et il est dans une grande cohérence intérieure. Alors, selon les différents joueurs, j'ai étudié beaucoup la singularité de Zidane. Je me suis intéressée aussi à d'autres joueurs. J'ai une adoration pour Benzema que je ne cache pas. Ça c'est bien, nous aussi. Voilà. Et je m'intéresse bien sûr aux joueurs actuels. C'est que il y a des façons extrêmement différentes d'être en cohérence, comme il y a des écosystèmes extrêmement différents. Mais en revanche, cette harmonie, cette unité, qui est une sorte de focalisation. Je vais prendre le parallèle avec un laser. Pourquoi un rayon laser est ultra puissant et peut découper des métaux ? Eh bien, parce que le laser, il est dans une grande cohérence de fréquence. Mais je vais dire qu'un sportif de haut niveau, c'est la même chose. Après, comment chacun crée sa cohérence ? De quoi elle est faite, de quels ingrédients, de quels paramètres, avec quel style. Parce que, voilà, je vais citer Lacan, psychanalyste, puisque je viens de là, le style, c'est l'homme. Ouais. Finalement, il y a autant de styles qu'il y a d'hommes, mais chaque fois qu'il y a une cohérence maximale, il y a une performance optimale, et parfois même un état de grâce que les neurosciences appellent in the zone. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on peut appeler une décohérence ou quelque chose qui se disloque, ça devient difficile. Ouais. Et les modes d'expression, alors ils sont très divers, mais par exemple au cabinet, ce qui alerte le plus ce sportif de haut niveau, c'est la blessure. Parce que la blessure, c'est un signe de décohérence dans cet ensemble corps-esprit. On y reviendra tout à l'heure sur les blessures, parce que j'ai une question à vous poser là-dessus, parce que on est bien d'accord que le hasard n'existe pas. En tout cas, le hasard questionne au minimum. Voilà. Alors justement, c'est bien que vous abordiez le côté de la blessure. Oui. Parce que justement, quand vous parlez de coexistence du corps et d'esprit chez les grands joueurs, on sait que d'un point de vue corporel, la blessure ne peut être, mais est handicapante pour le joueur. Est-ce que justement les blessures de l'esprit sont aussi handicapantes pour le joueur que peut-être une blessure physique ? Dans ses performances. Les blessures de l'esprit, elles sont inséparables du corps, parce que pour faire simple, finalement, chaque fois que vous avez une émotion, votre cerveau est un chimiste et il fabrique des substances biochimiques dont il inonde tout votre corps. Donc vos muscles sont inondés des substances biochimiques liées à vos émotions, cortisol, noradrénaline en cas de stress par exemple, ou dopamine, sérotonine pour les substances positives. Donc finalement, il y a une immédiateté de la correspondance entre les deux. C'est-à-dire si quelqu'un est mal dans sa tête, il peut rater un penalty. Donc les blessures, en fait, il peut y avoir des blessures physiques qui sont expliquées par les blessures mentales du joueur. Tout à fait. Qui sont favorisées, en fait, par l'état mental du joueur.
Moi, j'en suis convaincu. Moi, comme exemple, l'exemple concret, c'est Djibril Cissé, qui loupe 2 fois la Coupe du Monde. Moi, pour moi, il se fait pas mal par hasard. Il y a déjà une blessure morale, il est pas prêt, il veut pas aller à la Coupe du Monde. 2 fois tibia péroné, c'est dur comme blessure. Ouais, non, mais c'est la vraie grosse blessure. La Coupe du Monde, et pour moi, il n'y a pas de hasard. Un joueur qui se blesse. 2 fois tout seul, quoi. Il n'y a pas de hasard. Voilà, Pierre avait une question, je crois, non déjà, je crois qu'il rate qu'une seule Coupe du Monde. Non, je crois qu'il loupe. Alors, peut-être un Euro, où il loupe 2 compétitions internationales. Oui, bien sûr, mais je te rejoins sur le fait que, on dit souvent, c'est quand on a peur de se blesser, on se blesse. Donc je pense que c'est intimement lié. En tout cas, pour les footballeurs, ça arrive souvent que, voilà, comme par hasard, un entraînement ou un match juste avant une grande échéance, on se dit on va se ménager, hop, c'est là que ça arrive. L'exemple de Cissé est parfait. Donc du coup, ce que vous nous dites, c'est qu'au final, les footballeurs, aussi grands soient-ils, sont des humains et donc on mérite d'être traités comme tels. Et voilà. Alors l'histoire a prouvé que des joueurs ont parfois eu du mal à se relever d'un traumatisme, d'une blessure psychique. Là, ce qui me vient à l'esprit, il y a Trezeguet qui rate son penalty en finale 2006. Roberto Baggio en 94 a beaucoup souffert également de son penalty fatal en finale. Avec l'Italie. Donc voilà, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut peut-être plus humaniser maintenant les joueurs. Alors, Karim Benzema, on ne peut pas dire qu'il a été vraiment épargné par les médias et toute le tribunal médiatique. Les blessures dans la carrière de Benzema ne sont pas arrivées n'importe quand. Exactement, ouais. Aussi. Donc vous rejoignez, ma théorie, que le hasard n'existe pas et on ne se blesse pas par hasard, et c'est tout à fait dans ce que vous venez de... Et par exemple, vous disiez, quand quelqu'un a peur de se blesser, il se blesse. Quand il a peur de se blesser, il est dans la peur et dans le doute. Donc à ce moment-là, il est divisé à l'intérieur de lui, entre son désir, sa passion pour le football qui l'amène à avoir envie de faire des performances, et son doute qui a certainement à voir avec quelque chose dans sa vie qui l'amène dans cet état-là. Bien sûr. C'est pas un hasard non plus qu'il doute à ce moment-là et qu'il ait peur. Comme quand on a peur de mourir, on n'a pas peur de mourir n'importe quand. C'est jamais un hasard. Ça sort pas de nulle part. Farid. Alors moi une question justement sur ces grands joueurs. Comment font-ils d'un point de vue mental pour pouvoir assumer autant de pression ? Pression sportive, pression médiatique, pression financière. Comment un esprit, sachant que on voit nous dans nos simples vies, nous ne sommes pas des gens hyper exposés. Comment ils font pour justement trouver ces ressources de résistance ? Au-delà du cadre familial, j'ai envie de rajouter, parce que quand il y a un cadre familial, déjà ça aide. Zinedine Zidane. Juste en tant que personne. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, à mesure que la pression augmente pour les footballeurs notamment, puisqu'on vient d'avoir une idée de ce que représente le football en termes économiques, sociétals, à mesure que la pression augmente, il y a une prise de conscience de la nécessité de travailler sur leur mental. Et ça rentre partout, même dans les fédérations, ça entre beaucoup dans le tennis, la nécessité de travailler sur le mental, ça entre dans le football, ça entre dans la danse, puisque je travaille avec l'Opéra de Paris aussi. Donc, cette prise de conscience, c'est une formidable protection, parce que chaque fois qu'on dénie être un humain, pour reprendre votre terme de tout à l'heure, plus on dénie être un humain, plus on peut être rattrapé par ces failles, parce que comme elles ne sont pas en conscience, on ne peut pas les travailler et on ne peut pas s'affûter soi-même comme outil, alors que notre marge est considérable si nous travaillons sur nous-mêmes. Donc pour répondre à votre question, de plus en plus ils sont en conscience par rapport à ça. Ouais, ils sont conscients, et moi, je retrouve vraiment cette vision très humaine que vous avez et qui me plaît, parce que voilà, si on a bien un trait commun, nous ici, c'est justement de replacer toujours le curseur de l'humain. Voilà. Nous parlons vrai, c'est ça, parce que finalement, c'est que les gens redonnent leur humanité aux joueurs, mais qu'aussi eux-mêmes se la donnent. Parfois, ce sont les premiers à essayer de la dénier. Ouais. Alors, on va encore essuyer une courte piste. Vous voyez, je vous avais prévenu que ça allait être super intéressant, très très courte. Et on revient et on évoquera, on va revenir sur l'interview, si on peut appeler ça comme ça, de Kylian Mbappé. On est vraiment content de vous avoir. Vous avez, vous amenez quelque chose dans ce plateau. Il se passe un truc. Il se passe un truc. Quelque chose de très humain. Voilà. Écoutez, je me considère comme dorlotée par l'équipe. On peut donner le meilleur. Allez, à tout de suite. Restez avec nous sur les vraies voix du foot. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. De retour sur les vraies voix du foot, toujours avec Farid Bouatelin, Pierre Grégoire, Sabine Caligari,
Oui, j'ai toujours peur de le déformer et Maxime à la réalisation. Alors, je vous ai promis qu'on allait revenir sur l'interview, si on peut appeler ça comme ça, parce que moi j'ai été très déçu et je vais tout de suite vous donner mon avis sur l'interview de Kylian Mbappé. Donne-nous ton avis, Mauricio. Voilà. Moi, je trouve que c'est une mascarade. Voilà, on est sur une radio où on a envie de parler vrai. Voilà, et là, c'est tout l'inverse. Voilà, du truc normal. Moi, je défends toujours Kylian Mbappé parce que c'est un membre du 9-3 et je viens du 9-3 et j'en suis fier et je mourrai avec mes idées, mes principes. Sauf que Kylian Mbappé, là, pour moi, est passé de l'autre côté. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi il est passé de l'autre côté, mais l'image que j'ai d'une interview, quitte à parler, parce que des confrères ont dit oui, mais au moins il a donné sa vérité. Il n'a pas donné sa vérité. C'est une mascarade. Il a donné une vérité qu'on lui a dit de donner. Le truc est monté. Il est interviewé par Mouloud Achour, qui est hyper gentil, mais qui est peut-être le gars le plus sympa du PAF. Voilà, l'émission sur Click, sur Canal. Enfin voilà, tout est monté et c'est d'une douceur. Alors qu'en fait, mais est-ce que tu attendais autre chose? Moi, j'attendrais. C'est un peu une vanne ce que je veux dire, mais je le pense du fond du cœur, je voudrais que Kylian Mbappé donne une interview, un question-réponse avec Jean-Jacques Bourdin sur notre radio. Parce que là, ça serait en direct. Mauricio, en l'occurrence, il n'a pas été chez Jean-Jacques Bourdin, il a été chez Mouloud Achour. Oui. Et d'ailleurs, moi, j'ai envie de prendre un petit peu la défense de Mouloud Achour, parce que Mouloud Achour pour finir, s'il vient, pour moi, à mes yeux, s'il vient avec Jean-Jacques Bourdin ici, je dis Jean-Jacques Bourdin ou un autre, mais Jean-Jacques Bourdin est quand même le number one pour moi. C'est une posture de vérité. Voilà, c'est une posture de... En face Jean-Jacques Bourdin, voilà, il y a un truc en direct, il n'y a pas de montage. Voilà, là on aurait pu dire, là le mec il a pris, voilà, il vient nous expliquer, il vient se positionner et il n'y a pas de faux semblant, il va répondre du tac au tac et il ressortira une vérité. Alors que là on est pour moi c'est une mascarade. D'accord. J'ai compris ton mécontentement concernant cette posture pseudo-fausse concernant et moi je te le dis, j'ai commencé par dire que je voulais défendre Mouloud Achour parce que finalement Mouloud Achour il est pour rien. Il est pour rien et malgré tout le respect que j'ai pour nos collègues de l'équipe du mardi qui est une super équipe et le respect que j'ai pour Guy Carlier, hier on a quand même entendu qu'il était le larbin de moi j'ai pas dit ça. Justement, je prends un petit peu cette défense dans le sens où on dit que c'est le larbin de la famille Mbappé, que il fait de la flagornerie. Pour moi, Mouloud Achour a fait ce qu'il fait toujours dans ses émissions. D'accord ? C'est pas du débat, c'est de la discussion. D'ailleurs, son slogan, c'est l'art de la discussion. Donc, il y a beaucoup de bienveillance chez lui. C'est pas de la flagornerie, il y a de la bienveillance. Il a une posture bienveillante et ça a toujours été le cas avec tous les invités. Il reçoit Kylian Mbappé, je le vois mal commencer à lui parler de système de jeu ou de non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Il a une discussion avec lui. Maintenant, là où il y a la discussion, c'est sur la posture de Kylian Mbappé. Je pense qu'on va approfondir ce sujet. Mais c'était quand même important de souligner que Mouloud Achour n'a pas fauté, n'a pas été. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas sur lui. Mais est-ce que Kylian Mbappé fait pas exprès d'aller chez quelqu'un qui ne connaît pas le foot? Alors pareil, j'ai beaucoup de respect pour lui, pour Mouloud, mais est-ce qu'il va chez quelqu'un justement qui ne connaît pas le foot pour ne pas se faire attaquer sur son niveau sportif actuel? Est-ce que lui son but aujourd'hui, est-ce que en étant très honnête, est-ce que pour lui aujourd'hui, est-ce qu'il a un besoin particulier de se mettre en difficulté d'un point de vue médiatique? Non, mais là, le but c'était de reprendre la parole parce que ça fait longtemps qu'il ne l'a pas prise, en se facilitant un petit peu la chose. En allant chez Click pour pouvoir avoir un discours. Maintenant, sa posture, je pense que Sabine Caligari va nous l'expliquer avec un peu plus de profondeur. Mais moi, d'emblée, je peux comprendre la démarche, même si je ne l'accepte pas, parce que oui, en tant que spectateur, j'avais des besoins de réponse, mais même si j'ai pas étanché ma soif de réponse, Kylian Mbappé gère son image comme il le veut. Exactement, parce que l'interview, et après, on donne volontiers la parole à Sabine, mais il passe en plus chez Mouloud Achour à l'heure du Canal Football Club. Vraiment une heure de grande écoute. Moi, on a regardé l'interview ensemble, mais quand j'ai allumé la télé pour voir l'interview, je voulais qu'il nous dise pourquoi il dribble plus personne, pourquoi il revient plus défendre, pourquoi il tire. Il est venu chez Mouloud Achour. Si je te dis encore une fois, si tu attendais de Kylian Mbappé des explications purement sportives,
Mouloud Achour ne connaît rien au foot. Il ne posera aucune question de cet ordre-là. Oui. Maintenant, nous, les amoureux de football, on avait besoin de ces réponses-là. On les aura peut-être certainement dans une autre émission. Peut-être qu'il reprendra la parole. On avait besoin de beaucoup plus de réponses que ce qu'il a amené. Il a amené des réponses d'un mec pour qui tout va bien, je vais bien, tout va bien. Sabine, donnez-nous votre avis globalement sur ces... Déjà, il y a un illustre précédent, puisque Kylian Mbappé, il est dans un moment quand même très délicat. C'est délicat sur le terrain où les spécialistes le considèrent comme méconnaissable. C'est délicat parce qu'il y a des affaires privées, des affaires d'argent, des affaires potentielles de mœurs. Bon, il y a l'illustre précédent, c'est l'interview qu'avait donné Zidane après le coup de tête pour s'en expliquer qu'il ait choisi quelqu'un, c'était Denisot en l'occurrence, avec lequel il a une complicité et dont il sait qu'il va pouvoir attendre de la bienveillance et préparer, ça me paraît plutôt logique dans un moment délicat. Mais pour ce que vous appelez mascarade, et je pense que le terme est tout à fait approprié, je pense que la responsabilité, c'est celle de Kylian Mbappé, c'est-à-dire qu'il avait un terrain de bienveillance et ouvert sur lequel il pouvait vraiment s'exprimer. Il pouvait choisir son registre et il aurait pu aller vers quelque chose de plus vrai et plus authentique. Ce qu'avait fait Zidane, c'est-à-dire même en étant minimaliste, Zidane est dans une vérité, sa souffrance était visible, donc il avait présenté une vérité très retenue. Je vous coupe, mais je ne crois pas qu'on peut superposer les deux, parce que Zizou, tout le monde a compris qu'il y a eu des mauvaises paroles, que c'est un réflexe, ça l'a rendu humain. Là, c'est pas la même... Les gens en ont moins voulu à Zidane. Puis c'est pas le même... À chaud, il y avait quand même des frustrations. C'est un degré différent de l'état actuel de Kylian Mbappé. Mais je sais pas si on peut superposer les deux. Enfin, allez-y, je vous ai coupé. Non, mais je comprends que ce soit pas superposable. C'était deux moments délicats où chacun a choisi son interlocuteur en fonction de ce qu'il pensait être l'espace propice pour qu'il puisse s'exprimer. Ensuite, vous parlez de mascarade. Moi, je pense que cette mascarade, Kylian Mbappé y est lui-même pris. Parce que pour moi, ce qui m'a frappé, c'était, j'ai compté les occurrences, il a parlé 6 fois d'Mbappé à la 3e personne, 6 fois dans l'interview, dont 5 fois sous le vocable Kylian et 1 fois Kylian Mbappé. Donc pour moi, qu'est-ce que ça veut dire de parler de soi à la 3e personne ? Bon, on va laisser de côté le caractère potentiellement arrogant, un peu déplaisant, parce que... Vous vous êtes fait le lire toute seule, on voulait vous poser cette question. Il parle de lui à la 3e personne. C'est pour moi, c'est ce qui m'a frappé le plus. Et finalement, quand il parle de lui à la 3e personne, il crée un personnage, Kylian, qu'on pourrait appeler Super Kylian, c'est-à-dire une sorte de personnage héroïque avec des super pouvoirs du super athlète. La vertu de ça, c'est que ça peut permettre une distanciation entre sa personne véritable et le personnage public qui a une pression énorme et dont les foules attendent énormément. Donc la distanciation peut avoir des vertus pour le protéger. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose qui est un au-delà de la protection, c'est que c'est plus une protection et une distanciation, ça devient une sorte de dualité, pour pas dire de clivage. C'est-à-dire que d'un côté, il y a Kylian, le super-héros, dont on construit la narration, et de l'autre côté, il y a celui qui est vraiment, l'homme, avec ses émotions, ses blessures, ses failles. Et je pense qu'aujourd'hui, il se trouve complètement tiraillé entre ce personnage de Kylian et Super Kylian dont il parle à la 3e personne et son être, avec des émotions forcément humaines, comme vous l'évoquez, surtout en ce moment. Et moi, l'impression globale que ça m'a donnée, c'est que c'est le manque d'authenticité de quelqu'un qui n'est pas en harmonie avec lui-même et qui n'est pas dans une unité intérieure. On est d'accord, Farid ? Alors, son interview était aussi authentique qu'une publicité. C'est-à-dire que très souvent, quand on regarde les publicités à la télévision, c'est très surfait, on sort des grands slogans et ainsi de suite. On n'ira pas jusque dire mensonger, mais en tout cas, voilà, des slogans très, très flatteurs. Faut pas oublier, et je vous rejoins justement sur cette dualité entre le Kylian et le Kylian Mbappé.
entre le joueur, le sportif sur le terrain et son existence hors du terrain. Il ne faut pas oublier qu'il a construit un personnage médiatique et marketing. Et pour moi, je rejoins le fait que c'était une mascarade, mais c'était une mascarade cohérente et nécessaire pour continuer à faire exister d'un point de vue marketing. Il ne fallait pas abîmer le produit Kylian Mbappé. Et là, aujourd'hui, chez Mouloud Achour, et c'est pour ça que j'essaye de dire que c'est quelque chose de très, très cohérent par rapport à ce qu'ils ont cherché à vouloir faire. C'est-à-dire que finalement, le produit Kylian Mbappé n'est pas du tout écorné par rapport à ce qui lui arrive d'un point de vue sportif, d'un point de vue... Tout va bien, il s'exprime un petit peu à l'américaine, c'est vraiment quelqu'un qui si on fait parler en anglais, on a l'impression d'avoir un New-Yorkais, il s'intéresse beaucoup à la NBA et ainsi de suite. Et c'est vrai que cette dualité du sportif et de l'extra-sportif de Kylian Mbappé, elle rentre totalement en cohérence avec ce qu'on a vu. Si on parle non pas d'un sportif, mais d'un produit marketing. La difficulté, c'est que dans le football... peut-être à la différence de certains produits, c'est qu'il est question d'amour. C'est-à-dire que la finalité d'un produit, comme vous le dites très justement, parce que c'est de pouvoir susciter l'amour du public et les fans. Et un produit peut sembler ne pas être écorné, mais peut-être au prix du fait de ne pas apparaître comme sympathique, pas touchant, et finalement de perdre, peut-être de gagner en infaillibilité et de perdre en amour, en dimension attachante ou en force d'identification qu'il peut incarner pour la jeunesse. Parce que l'identification pour nos icônes, ça fonctionne à l'amour et pas à la perfection finalement. Regardez par exemple Tiger Woods, pendant tout un temps, il a été parfait et il n'était pas très aimé, et c'est au moment où il est devenu plus faillible, plus vrai, écorné finalement, pour reprendre votre terme, qu'il y a eu une sorte d'engouement à la Ryder Cup. Il était pourtant très loin dans les classements mondiaux, et il y avait un amour et une ferveur, pareil pour Nadal quand il se blessait, ou ce type de phénomène. Donc tout dépend si on cherche la perfection du produit ou si on cherche l'amour, ce qui me semble être plutôt l'enjeu dans un registre comme le football. Ouais. C'est vrai. Il aurait dû peut-être montrer ses blessures, se montrer avec un regard, une posture plus... Ce qui finira par arriver, parce vulnérable. On parlait de blessures, voilà, et comme de par hasard, sans vouloir faire une mauvaise blague, derrière il se blesse. Il s'est blessé voilà. hier. Donc à un moment, la réalité rattrape la fiction. On peut être dans le paraître, on peut donner une image, on peut faire donner... Ça ne me touche pas, tout va bien. Voilà, je vais bien, tout va bien, alors qu'en fait, le mec, il est à la ramasse, et dans la seconde, le match d'après... Et il se blesse. Voilà. Exactement. Et c'est vrai que je rejoins ce qui s'est dit. Je pense que ça l'aurait... Alors, je suis d'accord sur le côté amour, c'est ce que lui a envie. Je pense qu'il a quand même envie, comme beaucoup de gens, qu'on l'aime. Mais je pense que ça l'aurait rendu plus humain de parler un peu plus football lors de cette interview-là, et d'expliquer, pourquoi vous l'avez souligné, pourquoi il tire mal ses pénaltys, pourquoi il n'est pas en confiance, mais il les tire quand même contre Bilbao, à Liverpool. Enfin voilà, pourquoi rentrer dans cette tête-là, ça l'aurait rendu, je pense, plus aimable, parce que là, s'il voulait attirer les railleries, je pense qu'il n'aurait pas fait beaucoup différemment de ce qu'il a fait là, à savoir une interview vraiment lissée, comme l'a souligné Farid, chez un média pas du tout spécialisé en sport. Je trouve que moi, en tout cas, j'en attendais, même si j'ai bien compris que je me trompais en zappant sur clic, j'allais pas avoir du foot, mais je pense que ça l'aurait vraiment rendu plus humain, et on aurait un peu laissé de côté l'extra sportif, sachant que récemment, on parle de lui vraiment que sur du négatif extra sportif. Voilà, on est resté le sportif, c'est pas beaucoup mieux non plus. On est resté sur notre fin. Voilà, on attendait, parce que c'est vrai qu'on se l'approprie, c'est vrai qu'on s'approprie les joueurs qu'on a. Voilà, on est très 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 exigeant, mais en même temps, c'est lui, il est. Enfin, on a encore plein de questions à vous poser. On va encore passer une courte pause et on revient pour finir ce super entretien. Restez avec nous sur les vraies voix du foot. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. De retour sur les vraies voix du foot avec Maxime, qui est très discret ce soir. Il est impressionné par... non, mais j'écoute avec attention. Et oui, mais tu peux... C'est intéressant. D'accord. Et toujours Farid Bouadla, Pierre Grégoire, et puis l'extraordinaire psychanalyste Sabine Caligari. Voilà, maintenant moi je suis à l'aise avec votre ton, donc je me la raconte. Voilà, on repart tout de suite sur le sujet de Kylian Mbappé. La question suivante, c'est sa volonté d'adaptation n'est-elle pas
à double tranchant, Sabine? Alors l'adaptation en soi, j'allais dire, c'est un concept qui peut à la fois être extrêmement positif ou se retourner contre celui qu'il radicalise trop. L'adaptation, c'est un concept assez darwinien finalement. Darwin disait le survival of the strongest, des plus forts, et après il a dit of the fittest, c'est-à-dire des plus adaptés. Donc l'adaptation, c'est considéré comme un moyen de survivre et d'avoir un avenir comme espèce, mais dans l'univers de la jungle. Et Kylian Mbappé, c'est un peu comme ça qu'il le présente, c'est-à-dire que il présente ça comme quelque chose d'assez total. Il dit quelque part dans l'interview, je crois que c'est au moment où il parle de sa vie amoureuse, il dit « on peut tout avoir, tout est une question d'adaptation ». Comme s'il n'y avait pas de limite à l'adaptation. Et là, on n'est plus seulement dans l'intelligence du vivant, c'est-à-dire l'espèce qui s'adapte à son milieu, qui change. On est dans quelque chose de beaucoup plus robotique, qui est de dire je suis une machine et il n'y a pas de limite à la reprogrammation que je peux faire sur moi-même. Voilà. On est bien d'accord, Farid, c'était la question suivante. Oui, alors, moi justement, on l'avait abordé hors émission, ce sujet-là. Et moi j'ai envie de vous poser la question justement à l'antenne. Est-ce que cette force d'adaptation, cette volonté d'adaptation, voire même des fois de suradaptation, elle n'est pas liée à son intelligence? C'est-à-dire que Kylian Mbappé, d'un point de vue factuel, il était diagnostiqué très tôt, ce qu'on appelle surdoué, HPI, et c'est une des composantes de ce type de personne d'être totalement et toujours dans une volonté non pas de se fondre dans la masse, mais d'essayer de toujours évoluer, de s'adapter à son environnement. Est-ce que cette intelligence ne l'handicape pas à ce niveau-là? Oui, vous avez tout à fait raison. C'est une dimension de l'intelligence parce que il est certain que dans son adaptation, il met beaucoup de compréhension de l'environnement, du milieu, et il est capable de traiter énormément de paramètres en même temps. Ça apparaît dans son discours, ce qui lui permet... ça fait qu'il ne parle pas que de football, mais il arrive à balayer beaucoup de registres. Mais pour aller dans votre sens sur quelque chose qui peut se retourner contre lui, c'est ces personnes extrêmement intelligentes qu'on peut appeler dans certains cas surdouées HPI, c'est des personnes extrêmement cérébrales. C'est-à-dire c'est une intelligence du traitement de la data, mais c'est pas forcément une intelligence émotionnelle, c'est-à-dire une connexion avec sa propre sphère subjective. Et c'est bien comme ça qu'il en parle, Mbappé. Et quand il dit, à un certain moment, il parle du rythme, de la fréquence complètement excessive. Quand il dit, vous voulez qu'on joue, il n'y a pas de problème, on va jouer. Si il y a un problème, si le corps est en forçage, on peut se blesser. Et quand il dit, par exemple, à propos du procès de Stockholm, je me suis jamais senti concerné, donc ça ne pèse pas. Si on peut ne pas se sentir concerné par l'acte parce qu'on est innocent sur le plan cérébral et de l'adaptation aux données, mais en revanche, ça peut peser parce que même si on n'est pas concerné par l'acte parce qu'on est innocent, on peut être bouleversé par le sentiment d'injustice, on peut être inquiet, on peut être tourmenté, on peut être... C'est ce qui m'a choqué. Voilà, ce sont des sentiments humains. Mais tu sais que moi, cette posture, justement, cette cérébralité très prononcée chez lui, pour moi, elles expliquent même ses contre-performances sportives. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne veux pas dire qu'un joueur de foot doit être bête, mais il réfléchit trop. Il réfléchit trop sur le terrain. On voit qu'il justement, il veut tout intellectualiser, tout comprendre, et à un moment donné, ça tue sa spontanéité et on voit il y a un blocage. Et plus il va essayer de débloquer cette chose, moi je le dis en blaguant à certains, je suis persuadé que s'il rentrait à moitié ivre sur un terrain, il commencerait à faire des merveilles parce qu'il réfléchit trop. Kylian Mbappé est constamment en train de réfléchir, voire trop en train de réfléchir. Ça se voit sur le terrain et ça se voit en interview. Et justement, je rebondis sur ça parce que dans l'interview, Mouloud Achour lui demande s'il est accompagné mentalement et il dit non, t'es pas coaché. Est-ce qu'il devrait finalement ?
ce qu'il devrait faire un travail avoir Allez un voir sur lui. Sabine Caligari. Exactement, on lui donnera le contact d'ailleurs. Mais est-ce qu'il devrait être suivi de manière, c'est nouveau pour lui, hein, c'est son premier club à l'étranger. Alors certes, Plus il y a grand pas club d'Europe, le le plus plus grand club du monde. du monde. Ok, il avait fait l'effort, enfin, il parlait espagnol en arrivant, donc il n'a pas été pris de court par cette barrière-là qui aurait pu en être une. Mais est-ce que face à ces difficultés d'adaptation, ces difficultés footballistiques, il devrait finalement, ou il aurait dû déjà se faire accompagner ou être du moins mieux entouré peut-être? Je pense que quelle que soit la façon dont on essaie de résoudre les choses, l'important c'est de partir d'un questionnement sur soi. Je dirais que le premier maillon, ce serait qu'il s'interroge, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans ma sphère subjective, dans ma sphère émotionnelle, qui fait que je rate mes pénaltys, que je me blesse, qu'il m'arrive des choses, une série de tuiles, parce que même si elles ne sont pas du même ordre, il lui arrive quand même beaucoup de tuiles en même temps. Et je pense que c'est partir de cette interrogation, c'est de dire que ce n'est pas forcément une analyse de la data, pour reprendre votre terme de cérébralité, mais ça peut être une interrogation sur le sens profond que ça a par rapport à sa manière d'être en rapport avec le monde, à lui-même, donc avec sa sphère intime. Après, qu'il traite ça par un coach, un psychanalyste, de la méditation, dans une église, dans une mosquée, sur les chemins de Compostelle, peu importe, ou dans la solitude, ou comme font certains en randonnant en montagne, peu importe. Mais il faut qu'il y ait ce questionnement à cet endroit-là, qu'il soit prêt à écouter l'homme en lui. Ok, très intéressant. Farid ? J'avais une petite question justement sur sa problématique, ses problèmes aujourd'hui, sa volonté de vouloir paraître infaillible, même au-delà de paraître, de vouloir être infaillible, parce que je pense intimement qu'il s'appelle la toute-puissance. Voilà, qu'il le pense. Est-ce que c'est pas aussi à cause de son dévouement incroyable à ce qu'est Cristiano Ronaldo? Est-ce qu'il, selon lui, il a un super-héros? Vous parliez tout à l'heure de se créer un personnage de super-héros. Est-ce que justement Cristiano Ronaldo, qui a cette posture, hein, il est vraiment même une stature très super-héros, est-ce qu'il n'admire pas trop Cristiano Ronaldo? C'est vrai que Cristiano Ronaldo s'est toujours présenté comme une machine à gagner. Il le dit lui-même d'ailleurs. Pour lui, il a même dit à certains moments, quel que soit le style, l'important c'est de gagner. Et Cristiano Ronaldo, ça lui a réussi jusqu'à ce que, j'allais dire presque, c'est l'âge qui l'a fatigué, mais ça lui a réussi. Donc Cristiano Ronaldo, il était cohérent avec son système. Manifestement, voilà. Il pouvait affirmer ça et il pouvait le soutenir de l'intérieur. Donc c'est la cohérence dont on parlait tout à l'heure, ça posait pas de problème. Manifestement, Kylian Mbappé est différent et il peut pas se mettre dans le costume d'un héros sans que ça pose aucun problème de disharmonie, de tiraillement, puisque tous ces éléments de disharmonie apparaissent dans sa vie. Donc si c'est son modèle, ce qui peut se comprendre, c'est plutôt un beau modèle, mais c'est la lucidité de voir qu'on ne peut pas enfiler un modèle comme on enfile le costume de quelqu'un d'autre et se dire qu'il ira parfaitement. Il faut qu'il trouve sa voie vers la victoire. Effectivement, hier, il parlait envers et contre tout, je vais gagner le Ballon d'Or, donc il avait cette affirmation du vainqueur. Dans la période où il est, ça semble difficilement soutenable en l'état. Alors que Cristiano Ronaldo, lui, il pouvait dire je vais gagner ça, je vais tout gagner. Moi, ça marchait. Je suis pas convaincu qu'il ait un modèle, Kylian Mbappé. Mais il a toujours été Cristiano Ronaldo. Ça a toujours été son. Dans l'interview, il disait même, il conseillait même aux jeunes justement de pas avoir Kylian comme modèle parce que voilà, faut qu'ils visent plus haut encore. Donc il est même ça, je crois qu'il est dans. Je parlais de toute puissance tout à l'heure. Moi, je crois qu'il est, il a même pas de repères. J'ai l'impression qu'il a plus de repères. Il navigue un peu. Il est dans une toute puissance totale et bien c'est ce qui lui donne ce côté arrogant qu'il n'est sûrement pas en vrai. Parce qu'un membre du 9-3 peut pas être arrogant au point où il l'est. Donc à mon avis, c'est plus de la maladresse. Et ma question, c'était ça, moi. C'était, est-ce qu'il n'est pas plus maladroit qu'autre chose ? En tout cas, moi, j'avais par moments un sentiment de compassion qui n'est pas condescendant. C'est que vraiment, compassion comme quand on peut ressentir la souffrance de quelqu'un entre les lignes. Et on avait envie qu'il nous le dise.
Et on avait envie, voilà, que lui-même l'assume en fait. Enfin, déjà peut-être qu'il en soit conscient, qu'il assume. À un certain moment, je vous en ai parlé, Farid, effectivement en antenne, ça m'a fait penser au film Birdman. Vous le connaissez ce film? C'est le film d'Inarritu avec Michael Keaton. Et Michael Keaton a joué toute sa vie un super-héros, Birdman. Bon, il se trouve qu'il a aussi joué Superman. Et en fait, il habite ce personnage, il est obsédé par lui, au point que ce personnage finit par le dévorer et le mettre en souffrance, et à la fin, par lui coûter la vie. Donc évidemment, on espère que Kylian Mbappé rebondisse et retrouve son point d'harmonie. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très violent pour lui-même. Tout à fait. Et à certains moments, je trouve que la souffrance filtrait, manifestement dans son rapport à l'équipe de France. Il avait l'air très blessé et quand même, à certains moments, complètement ambigu, parce que ça n'avait pas de sens. Il a livré une version qui n'a pas de sens. Là, le discours parfait se désarticulait un peu et une forme de vérité émergeait. Et aussi, il y a un autre endroit où ça émergeait, c'est quand il a parlé des parents en disant « ne faites pas pression sur leur enfant ». Et moi, je me suis demandé s'il ne parlait pas de lui aussi, d'une certaine façon. Ouais. Parce qu'il a eu manifestement un milieu qui était une protection. Mais est-ce que maintenant, il n'y a pas une sorte de surprésence parentale qui prend la parole, qui parle de lui, qui donne des interviews et qui peut-être laisse pas la place, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, à ce que des professionnels puissent intervenir auprès de lui, s'il en a le souhait. Ouais. Finalement, Kylian Mbappé est-il encore un joueur de football ? Je pense que il est au plus profond de son désir. Et c'est bien ça qui doit, c'est ce retour à la source qu'il faudrait qu'il arrive à assumer et à réussir. C'est le retour à la source aux joueurs de football. C'est ce qu'on lui souhaite. Pourquoi pas même aller jouer un petit peu à Bondy? Pourquoi pas? Revenir aux sources. Le problème, c'est comme il dit, il a déjà du mal à aller acheter une baguette de pain, il est harcelé. Faut un peu se mettre à sa place, voilà, Hubert. On a de l'empathie, mais c'est un... Voilà, on attend. Oui, cet entretien avec un moulin d'Achir, Non, mais tout ce qui est dit ici va dans le sens d'essayer de trouver un Kylian Mbappé qui se retrouve, et c'est bienveillant. Écoutez, on va être obligé de finir cette émission. On rappelle, Dans la tête de Zidane, le livre de Sabine Calegari. Toujours disponible. Voilà, toujours disponible. Est-ce qu'on va avoir la chance d'avoir un jour un livre sur Kylian Mbappé? Est-ce que c'est un projet? Sabine, allez, faites-nous un scoop. Info Sud Radio, attention. Écoutez, c'est pas un projet. Je travaille à une biographie actuellement, mais d'un acteur international. On peut avoir le nom ou pas? Non, faut le dire après. Vous nous le direz en off. Et nous, on vous balancera dans l'émission. Je vous promets que vous le saurez en avant-première. Voilà. C'est gentil. Eh ben, on vous remercie beaucoup d'être venu. Merci à vous, c'était un vrai très bon moment. Ah oui, puis vous êtes la bienvenue. J'ai vu que Philippe David, vous faites partie des meubles. Donc merci du fond du cœur. Merci à Maxime, merci Farid, merci Pierrot. Aujourd'hui, on dit merci. Allez Monaco ce soir. Allez Monaco. Et on n'a pas fait de tour d'Europe, mais bon, nos confrères vont le faire demain dans l'émission butfootballclub.fr avec Lionel Rousseau, Michel Boulin, Karim Zerebi, Jimmy Algerino, monsieur Letellier, j'ai oublié son prénom. Et puis nous, on vous donne rendez-vous mercredi prochain sur Sud Radio. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne Sud Radio en podcast et sur YouTube. Et Maxime à la réalisation. Merci Maxime. À très bientôt. Merci à tous. Merci Sabine.